comment l'organisme se défend face à ce virus. Le virus SARS-CoV-2 provoque une maladie qu'on appelle le Covid-19. Bien souvent, cette maladie est bénigne, mais 7 personnes ou 6 personnes sur 1000 environ en décèdent, soit environ 6 fois plus que le nombre de décès ou la fréquence des décès induites par le virus de la grippe, un autre virus respiratoire. Comment cela se fait-il? La maladie respiratoire est une maladie marquée par une hyperinflammation, on appelle ça un syndrome de détresse respiratoire aiguë, donc une réponse immunitaire qui est en fait inappropriée. Donc il faut s'intéresser un instant à ce qu'est une réponse immunitaire protectrice lors d'une infection virale respiratoire, telle que heureusement cela se passe très souvent lors d'infections respiratoires par toutes sortes de virus. Lorsque le virus pénètre dans les cellules de l'arbre respiratoire, il est reconnu par des capteurs qui induisent très rapidement, en moins de quelques heures, une réponse immunitaire qui est liée à la production d'un certain nombre de substances, et en particulier d'un groupe de substances qu'on appelle les interférons. Les interférons eux-mêmes induisent la production de centaines d'autres substances dont l'action est d'inhiber à différents stades la reproduction, la réplication, comme l'on dit, du virus. Donc, physiologiquement, cela permet très vite de limiter la quantité de virus présent et en même temps de favoriser la suite de la réponse immunitaire qui prend plus de temps, quelques jours, et cela est caractérisé par la production des anticorps que chacun connaît, qui peuvent neutraliser les virus, et aussi l'immunité cellulaire qui est liée aux lymphocytes T, qui agissent également sur les cellules infectées. Et enfin, il y a une troisième phase qui est la reconstruction, la guérison, la cicatrisation. Alors avec le SARS-CoV-2, les choses ne se passent pas ainsi, en tous les cas pas toujours ainsi. Et une des raisons probablement que l'on commence à apprécier est le fait que par différentes voies, le virus soit directement d'abord induit une forme d'inhibition, il empêche cette réponse immunitaire. C'est-à-dire on connaît au moins 4 protéines du virus qui inhibent la production de ces interférons. Donc cette réponse rapide, normale du système immunitaire lors d'une infection virale est en quelque sorte limitée dans le contexte de cette infection virale par le SARS-CoV-2. Et on a observé de plus que dans les formes les plus sévères de la maladie, celles qu'on observe chez les sujets âgés, chez les hommes, chez les personnes qui ont les comorbidités que l'on connaît, eh bien, la production d'interférons est également réduite. Et on peut penser, même si cela est encore sous forme d'hypothèse, que ces différentes comorbidités, les maladies cardiaques et les autres, elles aussi inhibent la production d'interférons. De plus, des données récentes montrent qu'il y a des facteurs génétiques ou la production d'anticorps qui également convergent vers un bloc, une inhibition de cette production d'interférons qui paraît assez clé dans la limitation, la déficience, l'on peut dire, de réponse immune. À côté de cela, le virus, maintenant présent dans la mesure où l'interféron est relativement peu produit, donc dans les formes graves, va directement dans les cellules infectées et indirectement en activant les cellules du système immunitaire, les globules blancs qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et dans une certaine mesure les lymphocytes, induire une réponse inflammatoire extrêmement forte par des substances qu'on appelle des chémokines, attirer ces globules blancs dans les poumons, éventuellement dans d'autres tissus, et induire la production de toute une série de substances qui, in fine, s'avèrent toxiques, donc une réponse immune inappropriée et qui est pathogénique, et non pas protectrice, contrairement à celle qui se passe physiologiquement. Donc on a à la fois un déficit d'une voie essentielle du contrôle de l'infection par ce défaut d'interféron et cette réponse immune inadaptée qui est extrêmement pathogène. Alors, un mot des anticorps, donc cette seconde étape de la réponse immune. On trouve chez les personnes infectées des titres très élevés d'anticorps capables de neutraliser le virus, c'est-à-dire empêcher l'infection des cellules, ce qui est évidemment une bonne nouvelle, potentiellement en particulier pour la vaccination. Mais il faut noter que chez les sujets qui sont infectés mais ne font pas la maladie, les sujets asymptomatiques, comme on dit, qui sont en fait assez fréquents, cette production d'anticorps peut être faible et transitoire et faire en sorte, il se peut, pour beaucoup d'entre eux, qu'il n'ait plus d'anticorps au bout de quelques semaines, ce qui aussi pose des questions, cette fois-ci, dans l'autre sens pour la vaccination. En ce qui concerne l'immunité des lymphocytes T, autre arme importante de la défense contre le virus, eh bien, celle-ci est robuste, forte chez la plupart des sujets. Néanmoins, dans les formes sévères, on observe qu'elle est diminuée. Donc, c'est un autre facteur de la gravité de cette maladie que l'on retrouve à nouveau avec l'immunosénescence, le fait que les personnes âgées ont une défense immunitaire de ce type moins forte, moins importante.
Et aussi, alors un résultat intriguant est que chez les personnes naïves à l'égard du virus qui n'ont pas encore été infectées, qui sont, espérons-le, jamais infectées par ce virus, une fraction d'entre eux, eh bien, on peut détecter dans leur sang des lymphocytes T qui réagissent contre le virus, comme s'ils avaient déjà reçu un message, un signal d'être activés contre ce virus, alors qu'ils n'ont jamais rencontré ce virus. C'est une réponse faible, mais elle est détectable dans un quart, presque, ça dépend des études, à la moitié des individus. Et on pense aujourd'hui, avec de bons arguments, que cela est dû à une réactivité croisée avec d'autres coronavirus, dont il a déjà été fait allusion, qui provoquent des infections respiratoires bénignes et qu'une certaine mémoire croisée permet cette réponse des lymphocytes. Et cela pose une question immédiate, évidente. Est-ce que ces lymphocytes protègent ? Aujourd'hui, on ne le sait pas. Le recul est insuffisant et je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur cette affaire. Donc, globalement, on a d'une part ce déficit de l'immunité innée, cette hyperinflammation excessive et une réponse immune seconde des lymphocytes et des lymphocytes B qui existe, mais dont on voit qu'elle n'est pas forcément parfaitement adaptée. Qu'est-ce que l'on peut en déduire en termes d'approche thérapeutique ? Même s'il y a encore beaucoup de questions non résolues, on peut réfléchir à ces questions aujourd'hui avec deux grandes stratégies évidentes. Une stratégie concernant la phase initiale, le défaut de la réplication virale, je parle des formes sévères, où évidemment tout médicament qui serait capable d'inhiber le cycle de la réplication virale serait intéressant, mais à ce jour, aucun n'a été validé vraiment. Donc cette piste reste en devenir. Deuxième piste intéressante, les anticorps monoclonaux dérivés ou le plasma, donc des anticorps neutralisants, puissamment neutralisants, qui vont réduire la charge virale en inhibant l'infection des cellules. Ceci est en cours de test actuellement. Troisième stratégie, l'interféron, puisque celui-ci est parfois déficient, administré précocement dans la maladie. On verra ce que donnent les résultats. Pour l'instant, ceci est encore à l'étude. Il y a en tous les cas une logique, un rationnel fondé sur les données que je viens d'indiquer. Et puis, second point, la réponse inflammatoire excessive. Il a été montré que les corticoïdes, vieil agent anti-inflammatoire, a un certain degré d'efficacité pour réduire la mortalité des formes les plus sévères, mais c'est insuffisant. Donc, beaucoup d'autres molécules, dont aucune n'est encore validée, mais susceptibles de bloquer telle ou telle étape de la réponse inflammatoire, y compris les facteurs qui favorisent la thrombose, la coagulation, sont en train d'être évalués.